Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier le chapitre sur les politiques pour l'emploi, qui est un chapitre de regard croisé. C'est un chapitre qui est complémentaire du chapitre précédent sur comment s'articule gestion de l'emploi et marché du travail. Et c'est aussi un chapitre qui va reprendre des éléments de sociologie, notamment sur les inégalités face à l'emploi et au chômage, mais également d'économie, puisqu'il y a nécessairement une analyse économique des causes du chômage. Alors on va commencer tout de suite, et pour bien comment dire, savoir de quoi on parle, on va commencer par étudier ce que c'est que le chômage, la population active et la population active occupée. Alors, si on prend l'ensemble de la population française, qui est de 65 millions d'habitants, on constate que parmi eux, 40 millions sont ce qu'on appelle en âge de travailler, donc de 16 ans, qui est la durée de la scolarité obligatoire, à 64 ans, l'âge on estime l'âge moyen, l'âge légal de départ à la retraite. En revanche, 25 millions ne sont pas en âge de travailler. Nous, on s'intéresse surtout à la population en âge de travail. Et parmi cette population-là, on constate qu'il y a une partie d'inactifs, qu'ils soient étudiants, que ce soit des personnes qui sont au foyer, en incapacité de travail ou déjà retraités. Et ces inactifs, qui ne sont pas sur le marché du travail, donc, représentent 11,5 millions de personnes. Ce qui laisse une population active de 28,5 millions d'habitants. C'est un chiffre que je vous conseille de retenir. Je vous conseille de retenir, bon, ces chiffres-là, je pense que c'est des chiffres que vous pouvez savoir, hein. Et cette population active, qui est donc à la recherche d'un emploi, occupe majoritairement un emploi. Donc la population active occupée représente 25,7 millions de personnes, tandis que 2,8 millions de personnes cherchent un emploi mais n'en trouvent pas, ils sont donc au chômage. Donc attention à bien distinguer la population active et population active occupée, et bien comprendre que les inactifs sont, ne sont pas comptés dans la population active, et donc que les chômeurs ne sont pas des inactifs. Il faut bien distinguer les notions. Regardons maintenant les définitions. La population active désigne l'ensemble des personnes qui sont en âge de travailler, qu'elles occupent un emploi rémunéré ou non. On a donc dans la population active occupée, c'est celle qui occupe un emploi rémunéré, c'est-à-dire qu'elle a travaillé au moins une heure la semaine qui précède l'enquête qu'on a fait sur la population, et le chômage, qui est la situation d'une personne qui est en âge de travailler, qui recherche un emploi et qui est disponible pour occuper un emploi. À partir de là, on reviendra un peu là-dessus après, on peut calculer deux principaux indicateurs. Le premier, c'est le taux de chômage, c'est-à-dire qu'on rapporte le nombre de chômeurs sur la population active. Donc avec les chiffres que je vous ai donnés, ça fait qu'il y a 2,7 millions de chômeurs sur 28,5 millions de personnes dans la population active, soit 9,8% de la population active qui est au chômage. Attention, quand on exprime un taux de chômage, il faut bien exprimer l'ensemble, c'est-à-dire 9,8% de l'ensemble de la population active. On peut aussi calculer un taux d'emploi, on reviendra là-dessus, qui cherche à évaluer la part des actifs occupés, donc qui occupent un emploi, sur l'ensemble de la population en âge de travailler. Alors attention, c'est pas le même ensemble, c'est les actifs occupés sur la population en âge de travailler. C'est donc un indicateur qui regroupe aussi, qui tient compte des inactifs, contrairement au taux de chômage qui n'en tient pas compte. On va étudier un petit peu plus en détail, on va s'intéresser sur à la population active. Donc regardez, ça c'est un document qu'on peut avoir au baccalauréat, ce que je vous tire d'un sujet du baccalauréat. Et le premier point que je voudrais que vous remarquiez, c'est que donc c'est un document qui présente le statut et le type de contrat selon l'âge et le sexe en 2013, et on constate que notre ensemble correspond environ à notre population active, puisqu'on a 25,7 millions, c'est notre population active qui est occupée. Donc on retrouve bien les chiffres, et donc là, on parle de l'ensemble de la population active occupée, et on va voir comment est-ce qu'ils se répartissent selon, d'un côté, le type de contrat, que ce soit un CDD, CDI, etc., etc., et puis selon l'âge et le sexe dans l'autre dimension.
Alors, si on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit, alors je vais vous expliquer un peu tout ça pour bien comprendre comment est-ce que ça se passe, ce graphique, ce tableau, pardon. On constate d'une part que, voilà, comme je vous disais, on a deux types d'indicateurs. On a d'un côté des données brutes en milliers, et donc notre ensemble de 25,7 millions, c'est une population active occupée, comme je vous le disais. Et puis ensuite, on va étudier la répartition par rapport à l'ensemble des emplois. Alors, regardez, il faut commencer par lire les deux premières lignes. On se souvient que si vous occupez un emploi, vous pouvez être soit salarié, soit non salarié, ça veut dire indépendant ou à votre compte. Et donc, si on reprend nos PCS, les non salariés, ça va correspondre aux artisans, commerçants, chefs d'entreprise ou aux agriculteurs exploitants. Et donc, ça représente 11,2% de notre population active. En revanche, il y a une autre partie de la population active qui est composée des cadres, des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers. Eux représentent 88%, et donc on observe que allez, presque 9 personnes sur 10 qui se travaillent occupent un emploi salarié. Donc ça représente la grande majorité de notre population active. Euh, Parmi nos salariés, ensuite, on constate que majoritairement, les personnes occupent un contrat en CDI. Vous voyez que 76% des personnes occupent un CDI, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des emplois typiques. En revanche, on a un certain nombre d'emplois atypiques, et puis on vous les liste là, que ce soit des intérimaires, des apprentis ou des CDD. Et ces emplois atypiques représentent, allez, quelque chose comme 25% de la population active, pas 25% de la population active, pardon, je vous dis une bêtise, ça représente environ 12% de la population active. Euh, Ensuite, donc ce que je veux que vous voyez bien, c'est que, comment dire, si on additionne les salariés et les non-salariés, on obtient l'ensemble des emplois d'un côté, et puis si on additionne les intérimaires, les apprentis, les CDD et les CDI, on obtient l'ensemble de la population salariée. Ça, c'est vraiment pour bien comprendre le fonctionnement. Ensuite, ce tableau nous permet de nous rendre compte qu'il y a certaines inégalités. Qui est-ce qui occupe un emploi typique? Eh ben, on s'aperçoit que c'est majoritairement des personnes qui ont plus de 25 ans. En revanche, les personnes qui ont moins de 25 ans occupent plutôt des emplois atypiques. Voilà, c'est la première grande inégalité selon l'âge. Et puis ensuite, on s'aperçoit que les femmes ont tendance à beaucoup plus s'occuper que les hommes des CDD. Donc là encore une fois, il y a des inégalités. Donc si vous avez un tableau comme ça, n'oubliez pas de le lire dans tous les sens, de bien comprendre les différents ensembles. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce tableau-là? D'une part que la population active occupée se répartit entre salariés et non salariés, et puis qu'on distingue des emplois typiques d'un côté et des emplois atypiques de l'autre. Voilà. Je voudrais qu'on étudie ensemble un autre document qui va concerner le taux d'emploi. Le taux d'emploi, je vous rappelle, on étudie dans une population en âge de travailler quels sont ceux qui sont actifs occupés. Et donc vous avez eu là aussi au baccalauréat un graphique comme ça, donc qui vous montre l'évolution du taux d'emploi de 25 à 49 ans selon le diplôme. Alors, je voudrais insister sur le fait que le taux d'emploi, c'est le nombre d'emplois de 25-49 ans qui sont occupés sur le nombre de personnes de 25 à 49 ans qui sont en âge de travailler. C'est donc l'ensemble de la population en âge de travailler. Et comment dire, ce qui s'oppose au taux d'emploi, c'est les inactifs et les chômeurs. Donc, est-ce que les personnes d'un certain niveau de diplôme occupent un emploi ou est-ce qu'ils sont plutôt dans d'autres situations? On a dans ce document deux types de lecture possibles. Une lecture verticale et une lecture horizontale. La lecture verticale, ça va nous permettre de comparer les niveaux de diplôme. Et de quoi on va s'apercevoir? On va s'apercevoir que plus le diplôme est élevé et plus on a tendance à occuper un emploi. En revanche, la lecture horizontale va nous permettre de voir l'impact de la conjoncture sur l'emploi. Et donc je vous ai fait là ressortir quelques crises. La crise de 93, une période, et puis la crise des subprimes. Ce qu'on constate, c'est que généralement, quand il y a des périodes de crise économique, on constate une baisse du taux d'emploi, ce qui est lié soit à une augmentation de l'inactivité, mais plus généralement à une augmentation du chômage. Donc, on a étudié là la population active occupée et le taux d'emploi. Maintenant, on va s'intéresser au chômage. Alors, en France, il faut déjà savoir qu'on a une double mesure, une double définition du chômage. En effet, on a d'un côté une définition internationale de ce qu'est le chômage, c'est la définition du Bureau international du travail,
Et en fait, l'INSEE va faire des enquêtes emploi tous les trimestres en s'appuyant sur cette définition pour définir quel est le taux de chômage. Mais en France, on a également un deuxième indicateur qui est les chiffres du chômage selon Pôle emploi. Et Pôle emploi, pour définir le taux de chômage, eh ben, il va comptabiliser les demandeurs d'emploi inscrits dont la demande n'est pas satisfaite. Alors, on voit que c'est une définition un petit peu particulière, un peu haute, parce que on peut notamment avoir des chômeurs découragés et qui arrêtent de s'inscrire à Pôle emploi et qui ne seront donc pas comptabilisés dans les chiffres du chômage. Alors, chaque mois, Pôle emploi communique autour de certains chiffres du chômage, c'est-à-dire qu'il communique autour des chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire des personnes qui sont sans emploi, immédiatement disponibles et à la recherche active d'un emploi. Si vous avez travaillé 1 heure dans le mois, vous n'êtes pas considéré comme un chômeur. Et donc, on avait en avril 2017 3,5 millions de personnes qui étaient au chômage, soit 9,7% de la population active. Mais il y a d'autres catégories. Et en fait, Pôle emploi considère qu'il y a des chômeurs de catégorie B, C, D, E qui ont plus ou moins travaillé, donc qui ont une activité plus ou moins réduite, ou qui occupent certaines formations. Si vous suivez une formation, vous ne serez pas dans les chiffres de Pôle emploi, alors que vous serez plutôt dans les chiffres du BIT. Alors, maintenant, on peut se poser la question de savoir qui est-ce qui est plus ou moins exposé au chômage. Quels sont les critères qui vont définir le fait qu'une personne soit plus ou moins sensible au chômage? Alors là, vous avez encore une fois un tableau du baccalauréat. Et je tiens déjà à insister sur quels sont les chiffres importants, essentiels. D'une part, vous avez ce chiffre-là qui vous dit que, selon le BIT, vous aviez en France en 2014 2,8 millions de chômeurs. Donc, c'est bien les chiffres qu'on retrouve. Et ce qui correspond, si on rapporte ça à la population active, à 9,9% de la population active qui est au chômage. Le reste du tableau va nous permettre d'étudier est-ce que certaines catégories, selon l'âge, selon la PCS, selon le niveau de diplôme ou bien selon le genre, est-ce que ça va avoir une influence sur le chômage? Alors on va regarder ça. Donc, si on regarde déjà le critère de l'âge, eh ben on s'aperçoit que les jeunes sont globalement beaucoup plus exposés au chômage que le reste de la population active. On constate au contraire que les personnes âgées le sont beaucoup moins, mais c'est des chiffres à nuancer parce qu'on a un certain nombre de personnes qui ont 50 ans ou plus et qui préfèrent devenir inactifs ou qui se mettent en retraite et donc qui ne sont plus comptabilisés dans les chiffres du chômage. Donc ça, c'est des chiffres à relativiser. Ensuite, les PCS. Est-ce qu'il y a certaines PCS qui sont plus exposées au chômage que d'autres? Alors, je tiens à insister sur le fait que vous constatez que là, toutes les PCS ne sont pas représentées puisque on a les ouvriers, on a les artisans commerçants, les cadres, mais on n'a pas les employés, les professions intermédiaires, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce qu'on prend des situations un petit peu extrêmes. Et donc on constate d'un côté qu'on a des ouvriers qui sont extrêmement exposés au chômage, et de l'autre, on a les agriculteurs, les ACCE, les cadres, ils sont plutôt protégés du chômage. Ensuite, par rapport au diplôme, on constate que globalement, plus on a fait d'études, plus on est protégé du chômage. Inversement, moins on a fait d'études, plus on est exposé au chômage. Donc on voit là, on retrouve des inégalités face au système scolaire, face à l'intégration sociale, etc., etc. On reviendra là-dessus. Enfin, est-ce que le genre est un facteur très important d'inégalité? Eh ben, d'après ce graphique, pas particulièrement. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, on peut s'interroger sur les causes du chômage. Comment est-ce qu'on peut analyser le fait qu'aujourd'hui en France, on est environ 10% de la population active qui est au chômage? Et on va voir que c'est une analyse importante parce que quand on doit lutter contre le chômage, eh ben, la politique qu'on va mener dépend de l'analyse qu'on en fait. Alors, on va commencer par un rappel du chapitre précédent qui est l'analyse néoclassique. Pour les néoclassiques, donc, qui représentent le marché du travail, je vous rappelle, qui est une rencontre entre une offre de travail et une demande de travail, ce qui aboutit à un taux de salaire réel et une quantité de travail d'équilibre, et ben, normalement, d'après ce modèle-là, on ne devrait pas avoir de chômage. En effet, le point d'équilibre du marché du travail, c'est un point qui permet que n'importe quelle personne qui offre du travail est embauchée par une entreprise qui demande du travail. Et si jamais il y a du chômage, eh ben, une variation du taux de salaire réel d'équilibre permet de résorber le chômage. On peut donc avoir seulement normalement deux situations. C'est d'un côté des chômeurs qui sont volontaires, c'est-à-dire des personnes
qui se retirent du marché du travail parce qu'ils ne veulent pas travailler pour ce salaire-là et qui préfèrent les loisirs, et donc c'est un chômage volontaire, ou bien un chômage frictionnel qui provient de l'ajustement. Il y a un petit délai entre l'ajustement, entre l'offre et la demande de travail, ce qui peut créer un chômage très très léger et de faible durée. Euh, là, c'est ce que je vous ai dit. Mais comment dire, ce fonctionnement du marché du travail, ça suppose que les hypothèses de la concurrence pure et parfaite soient respectées. Les néoclassiques vont donc considérer que si on a un chômage un peu plus massif, c'est qu'il y a des rigidités du marché du travail et notamment un coût du travail qui est trop élevé. Regardez, pour eux notamment, le SMIC va créer un écart entre l'offre et la demande. Vous voyez qu'ici, le SMIC, c'est un salaire plancher en dessous duquel on ne peut pas descendre. Normalement, la logique du marché du travail voudrait que le salaire descende en dessous du SMIC pour pouvoir ajuster correctement l'offre et la demande de travail. Or là, dans ce modèle-là, vous voyez bien qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées pour travailler au niveau du SMIC que normalement, et il y a moins d'entreprises qui sont intéressées. L'écart entre les deux, c'est ça pour les néoclassiques, le chômage. Et donc vous voyez que ce coût du travail qui est trop élevé, eh ben, ça va provoquer le chômage pour les néoclassiques. Les néoclassiques, ils pensent également qu'il y a des rigidités qui sont liées au coût du travail, notamment aux cotisations sociales. Alors, quelle est la définition du chômage classique? C'est le chômage qui est lié à un excès d'offres de travail de la part des individus et d'une insuffisance de la demande de travail des entreprises lorsque le taux de salaire réel est situé à un niveau artificiellement trop élevé, notamment par l'intervention de l'État. Je vous rappelle que les entreprises, elles embauchent lorsque le salaire est égal à la productivité des salariés. Et donc on va voir que ce modèle-là, il est très intéressant pour expliquer notamment le taux de chômage des travailleurs les moins qualifiés. Notamment, on avait vu que les moins diplômés étaient plus exposés du chômage. Plus exposés au chômage, pardon. En effet, si le salaire minimum implique que le salaire qu'on va verser aux travailleurs est plus élevé que leur productivité marginale, eh ben les entreprises, elles vont se dire, si j'embauche cette personne-là, je vais perdre de l'argent. Et donc, je vais préférer soit refuser d'embaucher, soit remplacer du travail par des machines, soit délocaliser, sous peine de perdre en compétitivité. Donc, le chômage classique, c'est un chômage qui touche particulièrement les moins qualifiés. Et je vous demande de retenir ça. Donc voilà, l'analyse néoclassique, chômage classique, coût du travail trop élevé, donc chômage. On va voir que y a un autre modèle essentiel qui est l'analyse keynésienne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse keynésienne? Je vous rappelle que Keynes, c'est un auteur qui a écrit en 1936 la théorie générale sur l'emploi, l'intérêt et la monnaie, dans lequel il remet fortement en cause l'analyse néoclassique et il va proposer un modèle qui va notamment servir à sortir de la crise de 29. Ça va être très appliqué et les propositions de Keynes vont être très très appliquées pendant les 30 glorieuses, au moins jusqu'aux années 80. Alors, en quoi est-ce que Keynes critique l'analyse néoclassique? Eh bien, pour les néoclassiques, à la base, le marché du travail, il est indépendant de ce qui se passe dans le reste de l'économie. Peu importe quelle que soit la demande globale, il suffit que le taux de salaire réel d'équilibre varie pour que l'offre et la demande de travail s'ajustent. Et donc, c'est le taux de salaire réel d'équilibre qui permet d'éviter le chômage. Par conséquent, la cause du chômage pour les néoclassiques, c'est un chômage volontaire, c'est un chômage temporaire, ou c'est lié à l'intervention de l'État. Keynes, il va un peu tout démonter. Premier truc qu'il démonte, c'est que, contrairement aux néoclassiques, il considère que ce qui se passe sur le marché du travail, c'est dépendant de ce qui se passe sur le marché des biens et services. Et on va voir que, notamment, si la demande globale est insuffisante, si les entreprises anticipent une demande trop faible, eh ben, ils vont refuser d'embaucher tout le monde parce que ça servirait à rien, et donc il va y avoir du chômage. Ensuite, une deuxième grosse critique, c'est que les néoclassiques considèrent que on parle du salaire réel, c'est-à-dire du salaire que vous avez sur votre feuille de paye divisé par le niveau des prix. Or, Keynes, il pense que les ménages, ils raisonnent uniquement sur le salaire nominal, celui qui est inscrit sur la feuille de paye, et ils ne tiennent pas compte de l'inflation. Et une des caractéristiques du salaire nominal pour Keynes, c'est qu'il est rigide à la baisse. Autant, si on vous propose une augmentation de salaire, vous allez l'accepter, autant si on vous propose une baisse de salaire, vous allez la refuser. Ensuite, pour Keynes, le chômage va être involontaire, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la volonté des personnes de préférer le loisir au travail, et il peut être durable.
Et donc, par conséquent, il faut peut-être que l'État intervienne. On va reprendre un peu tout ça. Pourquoi est-ce que Keynes dit que le marché du travail dépend de ce qui se passe sur le marché des biens et des services? Eh bien, c'est parce que il considère que les entreprises anticipent une certaine demande, c'est-à-dire qu'ils attendent une certaine demande de biens et de services, et c'est en fonction de cette demande qu'ils vont déterminer ce qu'ils vont produire et donc combien de personnes ils vont embaucher. Mais cette demande anticipée, elle peut être insuffisante pour embaucher tout le monde. Si la consommation des ménages ou l'investissement des entreprises est trop faible parce qu'ils anticipent que ça va être une situation de crise, eh ben on peut avoir ce que Keynes appelle une situation d'équilibre de sous-emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le marché des biens et des services, il va y avoir un équilibre. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont produire autant que ce qu'on leur demande. Mais, comment dire, cette demande globale qui va leur être adressée va être insuffisante pour pouvoir embaucher tout le monde. Et donc, il va y avoir une situation où il va y avoir plus de personnes qui vont vouloir travailler que ce que les entreprises vont vouloir embaucher. Et donc, cette situation, elle peut durer dans le temps si les entreprises, elles anticipent que pendant longtemps, la demande anticipée va être faible. Et donc, le chômage keynésien, c'est un chômage qui ne provient pas d'un coût du travail trop élevé, mais d'une insuffisance de la demande anticipée par les entreprises. C'est un chômage qui est conjoncturel, qui dépend de la situation économique, qui est involontaire de la volonté des individus et qui peut être durable. Et donc on voit que c'est un chômage, une analyse du chômage qui est radicalement différente de l'analyse néoclassique. Enfin, on considère aujourd'hui que le chômage comporte une part structurelle. C'est-à-dire que vous voyez que selon Keynes, le chômage est conjoncturel, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a du chômage? Parce qu'il n'y a pas assez de demande, mais c'est quelque chose voilà, qui peut un peu durer dans le temps, mais dès que l'économie repart, eh ben, le chômage diminue. Mais ce qu'on constate en France, c'est qu'on a eu des périodes de croissance, des périodes de récession, mais qu'on a un chômage structurel, c'est-à-dire une part du chômage qui est indépendante de la conjoncture. Que ça aille bien, que ça aille mal, eh ben, on a toujours un certain niveau de chômage. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est par l'inadaptation du marché du travail. C'est-à-dire qu'il y a des structures, des rigidités, des règles qui empêchent un bon fonctionnement du marché du travail. Ça peut être des règles d'embauche, des règles de licenciement, des professions réglementées, ou bien le fait qu'une embauche se fasse traditionnellement en CDI, ou bien des problèmes de qualification, c'est-à-dire que les formations ne correspondent pas aux attentes des entreprises. Regardez ce schéma-là. Vous voyez que en France, depuis les années 80, le chômage n'est jamais redescendu en dessous des 8%. Et donc vous voyez que ce chômage, cette partie du chômage-là, c'est un chômage structurel. On pourrait considérer que là, il y a un chômage conjoncturel et puis qu'en dessous, c'est un chômage structurel. Et donc il y a une part du chômage qui s'explique pas uniquement par les variations de la conjoncture, pas uniquement par un coût du travail trop élevé, mais un chômage structurel. Alors, voilà, on a vu qu'il y avait trois grandes analyses, analyse néoclassique, analyse keynésienne et puis considération du chômage structurel. Et en fonction de l'analyse des causes du chômage qu'on fait, on va apporter des réponses différentes au chômage. Quelles politiques les pouvoirs publics vont-ils devoir mettre en œuvre pour essayer de faire diminuer le chômage? Ce qu'on appelle les politiques pour l'emploi, c'est l'ensemble des dispositifs qui visent à soutenir la création d'emplois ou le maintien d'emplois existants. Alors, une distinction traditionnelle, c'est qu'on distingue les mesures passives, indemnisation des chômeurs, ou bien quand on met des personnes en pré-retraite, de mesures actives, c'est-à-dire des baisses du coût du travail, contrats aidés, etc., etc. Et donc, ces politiques de l'emploi, elles vont permettre d'agir sur le chômage. Mais en fonction de l'analyse qu'on fait, on ne va pas développer la même politique. Alors, on va commencer, on va reprendre la même structure, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'une première cause du chômage, c'était le chômage classique. Pour lutter contre le chômage classique, qui est lié à un coût du travail trop élevé, on va considérer qu'il faut alléger le coût du travail, diminuer le coût du travail pour inciter les entreprises à embaucher. Je vous rappelle, donc, chômage classique, coût du travail trop élevé. Alors, comment est-ce qu'on fait baisser le coût du travail pour les entreprises? On a vu que globalement, c'était assez difficile de proposer aux salariés une baisse de leur salaire. Et donc, il va falloir trouver d'autres solutions. La première solution qu'on met en œuvre, c'est qu'on diminue les cotisations sociales sur les salaires. Je vous rappelle que pour qu'on vous verse un salaire net sur votre feuille de paye, sur votre compte en banque, à la fin du mois, le salaire net, c'est ce que vous allez toucher sur votre compte en banque. D'une part, vous allez avoir un salaire brut, c'est-à-dire que vous allez payer des cotisations sociales salariées. Mais pour vous embaucher, un patron va devoir également payer des cotisations sociales patronales. Et donc, généralement,
on peut estimer, c'est à la louche, hein, mais que pour vous verser un salaire de 2 000 euros, eh ben, votre patron va devoir payer 4 000 euros. Ces 4 000 euros vont être le coût du travail. Ça comprend les 2 000 euros qu'on va vous verser et puis environ 2 000 euros de cotisations sociales payées pour moitié par le patron et pour moitié par l'employé. Et donc, une des solutions, c'est si on considère que le coût du travail est trop élevé, eh ben, il va falloir baisser les cotisations sociales, exonérer notamment les salaires qui sont proches du SMIC pour les travailleurs les moins qualifiés, et donc ça va inciter les entreprises à embaucher. Notamment, c'est les politiques qui sont mises en œuvre depuis 1993. Aujourd'hui, par exemple, il y a une quasi-exonération des salaires proches du SMIC et jusqu'à 1,6 SMIC, les entreprises sont en partie dispensées de cotisations sociales pour les inciter à embaucher, notamment les travailleurs les moins qualifiés. C'est une manière, de faire en sorte que le salaire, le coût du travail pour les entreprises correspondent à la productivité des employés. Une deuxième solution, c'est la désindexation des salaires sur les prix. Alors c'est un terme un petit peu complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant les 30 Glorieuses, en France, les prix et les salaires, ils augmentaient en parallèle. Il y avait beaucoup d'inflation, et donc si les prix augmentaient de 5%, les salaires augmentaient de 5% pour conserver le pouvoir d'achat des salariés. Mais depuis les années 80, on a mené des politiques de désindexation. Ça veut dire que même si les prix augmentent de 2% une année, les salaires ne vont pas augmenter de 2%. Et donc au final, à long terme, c'est une politique qui permet de faire baisser le coût du travail puisque les salaires ne suivent plus le niveau des prix. Enfin, une troisième solution, c'est que si le coût du travail est trop élevé, on peut subventionner l'embauche de travailleurs les moins qualifiés. Donc tout ça, c'est des solutions de lutte contre le chômage classique. Baisse de cotisations sociales, désindexation des salaires sur les prix, subvention à l'embauche. Alors regardons les effets. Les effets positifs d'une telle politique, c'est que ça baisse le coût du travail. Ça veut dire que pour les entreprises, ça va leur coûter moins cher de produire, ça va les inciter à embaucher du facteur travail et ça va améliorer leur compétitivité, donc à terme l'embauche. Ça agit notamment sur le travail le moins qualifié, les travailleurs les moins qualifiés. Mais ça a des effets négatifs. Premier effet négatif, c'est que ça coûte hyper cher. Exonération de charges sociales, ça coûte 45 milliards d'euros par an, je crois. Et l'impact, les études qui ont été faites montrent que l'impact en termes d'embauche est pas génial. En effet, on a des effets d'aubaine, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise. On vous dit, t'es exonéré de charges si tu payes le SMIC ton salarié. Plutôt que d'embaucher quelqu'un que tu vas payer 2 fois le SMIC, tu vas préférer embaucher 2 personnes qui sont au niveau du SMIC pour ne pas payer de charges sur eux. Et puis, d'autre part, il y a des effets de stigmatisation. Si jamais vous faites des emplois aidés, si jamais vous avez des emplois au niveau du SMIC, CDD, etc., ça va pas vous permettre à long terme d'avoir un CDI. Ça va renforcer ce qu'on appelle le dualisme du marché du travail, ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Peut-être que la critique la plus forte qu'on peut faire à ces politiques néoclassiques de baisse du coût du travail, c'est que dans l'analyse keynésienne, si vous baissez les salaires d'une manière ou d'une autre, les salariés vont avoir moins de pouvoir d'achat et donc vont moins consommer. Et donc par conséquent, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si vous consommez moins, la demande anticipée des entreprises va être plus faible. Et donc les entreprises vont se dire, merde, il ne va pas y avoir de consommation, donc je vais arrêter d'embaucher, donc ça va provoquer du chômage. Et donc, à force de vouloir baisser le coût du travail, on risque d'augmenter le chômage à long terme dans une logique keynésienne. J'espère que vous comprenez. On va revenir un peu là-dessus. Je vous rappelle que pour lutter contre le chômage keynésien, il faut agir sur la demande globale et faire des politiques de soutien à la demande globale. Je vous rappelle que le chômage keynésien, c'est lié à une conjoncture défavorable et le fait que les entreprises anticipent une demande qui soit trop faible pour qu'elles aient besoin d'embaucher l'ensemble de la population active. Et donc, le chômage keynésien, ça va demander d'agir sur la demande anticipée. Comment est-ce qu'on fait si les entreprises anticipent que l'investissement et la consommation vont être trop faibles? Comment est-ce qu'on fait pour retourner ces anticipations? Pour lutter contre le chômage keynésien, il faut donc utiliser ce qu'on appelle la politique conjoncturelle, qui va servir à retourner les anticipations des entreprises. Qu'est-ce que c'est la politique conjoncturelle? C'est la politique menée par les pouvoirs publics à l'aide de l'instrument monétaire ou budgétaire pour agir sur la consommation et l'investissement. Je vous rappelle que la politique monétaire, c'est le fait que les pouvoirs publics utilisent l'instrument de la monnaie
pour agir sur la conjoncture économique. Alors comment est-ce qu'on agit sur la monnaie? Il s'agit principalement d'agir sur le taux d'intérêt directeur auquel la Banque centrale prête aux autres banques. En effet, une relance monétaire, par exemple, c'est qu'on va baisser le taux d'intérêt directeur. Donc les banques vont prêter un taux d'intérêt aux ménages et aux entreprises plus faible. Le coût d'un emprunt va être moins élevé, donc les investissements des entreprises vont être plus rentables, ce qui va augmenter l'investissement, ce qui va augmenter la demande anticipée, et donc les entreprises vont embaucher, ce qui fait baisser le chômage. Donc, dans une logique keynésienne, si on a une situation de chômage, il va falloir faire une politique de relance monétaire en baissant le taux d'intérêt directeur pour inciter les entreprises à investir et donc faire baisser le chômage. Je tiens à insister sur le fait que, c'est quelque chose de théorique, parce que dans la zone euro, on a une politique monétaire unique pour l'ensemble des pays, et donc ça va pas être la situation particulière de la France qui va définir la politique monétaire de la Banque centrale. Si on a du chômage, ça va pas provoquer nécessairement une baisse du taux d'intérêt directeur comme il faudrait nécessairement. En effet, on a une Banque centrale européenne qui est indépendante des gouvernements nationaux. Son seul objectif, c'est pas de lutter contre le chômage, c'est de lutter contre l'inflation. Et donc son but, c'est d'avoir une inflation aux alentours de 2%. Et donc aujourd'hui, on n'utilise plus trop l'instrument de la politique monétaire pour lutter contre le chômage, en tout cas en Europe. Donc on va étudier maintenant le deuxième instrument, c'est la politique budgétaire. Qu'est-ce que c'est que la politique budgétaire? C'est qu'on va utiliser le budget des administrations publiques pour agir sur la conjoncture économique, donc relancer la consommation et l'investissement. Comment est-ce qu'on peut agir? Soit en agissant sur les dépenses de l'État, soit sur ses recettes. Et puis on peut avoir deux orientations, soit on relance l'activité, soit on fait de la rigueur. Là, le but, c'est de faire de la relance, parce qu'on veut relancer la consommation des ménages, on veut relancer l'investissement des entreprises, pour les inciter à embaucher et donc faire baisser le chômage. La politique de relance budgétaire, donc, elle peut passer soit par une diminution des recettes de l'État, veut dire qu'on va baisser les prélèvements obligatoires sur les ménages, que ce soit les impôts ou les cotisations sociales, de manière à ce qu'elles aient plus de revenus et donc qu'elles consomment plus. On peut faire la même chose pour les entreprises. On baisse les impôts et les cotisations sociales sur les entreprises. Elles vont avoir des investissements plus rentables et donc elles vont investir. On peut également augmenter les dépenses, notamment en augmentant les investissements publics, en embauchant des fonctionnaires ou des prestations sociales. Là encore, on va agir sur la consommation, l'investissement, donc la demande globale. Les entreprises vont donc anticiper une demande plus importante, elles vont embaucher, et donc ça va faire baisser le chômage. Une des difficultés, c'est que vous constatez que vous baissiez vos recettes ou que vous augmentiez vos dépenses, vous allez agir sur votre solde budgétaire, vous risquez d'avoir des déficits publics. Aujourd'hui, on ne peut plus trop se les permettre. Une des justifications fortes de Keynes, c'est qu'il se base sur la notion de multiplicateur keynésien. Il considère que la politique budgétaire, elle va avoir un effet démultiplié dans l'économie. Alors pour comprendre ce multiplicateur keynésien, il faut revenir à une notion de Keynes qui est la propension à consommer ou à épargner. Je vous rappelle que les ménages touchent à un revenu disponible brut. C'est le revenu qui leur sert à consommer ou épargner. Et donc on peut écrire que le revenu disponible brut des ménages, c'est leur consommation plus leur épargne. Keynes, il va définir une propension moyenne à consommer et une propension marginale à consommer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La propension moyenne à consommer, c'est la part de votre revenu que vous allez consacrer à la consommation. Donc ça veut dire que vous divisez la consommation par le RDB x 100, et donc par exemple, vous allez pouvoir constater que si vous épargnez 20% de votre revenu et que vous consommez 80% de votre revenu, votre propension moyenne à consommer, ça va être 80 ou 0,8, et votre propension moyenne à épargner, ça va être 20% ou 0,2. Et donc si vous additionnez les deux, vous obtenez 100%. Mais il s'intéresse également à la propension marginale. Alors ça répond à la question, si je vous donne un revenu supplémentaire, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le consommer ou l'épargner? Si vous avez déjà des revenus importants, il est probable que vous l'épargnez. Et donc vous constatez que cette propension marginale, si on vous donne un revenu supplémentaire, c'est pas nécessairement le même que votre propension moyenne. C'est pas parce que d'habitude vous épargnez 80% vous consommez 80% de votre revenu, que si on vous donne 100 € en plus, vous allez en consommer 80%. Il se peut que vous mettiez tout de côté. Et donc la propension marginale peut être différente de la propension moyenne.
Et donc, comment est-ce qu'on la calcule, cette propension marginale à consommer? Eh bien, c'est la consommation supplémentaire sur le RDB supplémentaire fois 100. Si par exemple, je vous donne 100 euros en plus et que vous consommez 50 euros en plus, votre propension marginale à consommer, ça va être 0,5 ou 50%. C'est quelque chose d'important pour comprendre le multiplicateur, parce que le multiplicateur, il va dépendre de notre propension marginale à consommer. Alors, je vous rappelle, pour comprendre que la production dans un pays, ça va générer des revenus. Et que la production, c'est-à-dire le PIB, ça va être égal aux revenus qui vont être ensuite distribués dans l'économie, qui vont être égales aux dépenses qu'on va faire. Et ces dépenses, c'est soit des dépenses de consommation, soit d'épargne. Et donc, on va se demander si, par exemple, l'État fait un plan de relance budgétaire, il injecte dans l'économie 100 millions d'euros. Et que d'habitude, les ménages, si on leur verse un revenu supplémentaire, ils consomment 0,8 et ils épargnent 0,2. Quel va être l'impact que ça va avoir? Eh bien, le multiplicateur keynésien, ça va nous dire que ça va avoir un impact démultiplié. Regardez. L'État injecte 100 euros dans l'économie en plus. C'est-à-dire que la production va augmenter de 100 millions d'euros. Pardon. La production augmente de 100 millions d'euros, et donc au final, il va y avoir 100 millions d'euros de revenus qui vont être distribués soit aux salariés, soit en profit, etc., etc. Et sur ces 100 millions d'euros de revenus en plus, eh ben, va y avoir 80 millions d'euros qui vont être consommés en fonction de la propension marginale à consommer, et puis 20 millions d'euros en plus qui vont être consommés. Mais si on a 80 millions d'euros qui sont consommés en plus, eh ben, ça veut dire que notre production, pour répondre à ces dépenses de consommation, elle va augmenter de 80 millions d'euros, ce qui va entraîner 80 millions d'euros supplémentaires, et donc au final, 16 millions d'euros d'épargne, 64 millions d'euros de consommation. Et donc vous voyez que vous avez quelque chose qui est cyclique, et donc au final, si l'État il injecte 100 millions d'euros dans l'économie, eh ben, ça va avoir un effet largement multiplié, puisque la consommation entraîne de la production supplémentaire, etc., etc. Donc au final, regardez, si on fait la somme du calcul, si l'État injecte 100 millions d'euros dans l'économie, eh ben, au final, ça aura un impact de 500 millions d'euros, et donc on aura un effet démultiplié par 5. Et donc le multiplicateur keynésien sera égal à 5. De manière plus générale, eh ben, si l'État met une impulsion initiale dans l'économie par des grands travaux, par de la commande publique, etc., etc., eh ben, l'effet dans l'économie sera démultiplié. Et donc ça vient justifier les plans de relance budgétaires. Et donc, vous voyez bien que si on a, si on revient là-dessus, tac, 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 voilà. Si on a une augmentation des dépenses de l'État, un plan de relance budgétaire, eh ben, non seulement ça va permettre d'augmenter l'investissement, la consommation, etc., mais ça va le faire de manière démultipliée. Et donc l'impact sur le chômage sera extrêmement, extrêmement important. Et donc un plan de relance budgétaire, selon Keynes, c'est quelque chose qui permet de lutter très fortement contre le chômage. Ça a été hyper efficace, ça, pour sortir de la crise de 29. On avait, le président Roosevelt qui a mis en place une politique de grands travaux qui a permis d'avoir un impact démultiplié sur l'économie américaine et qui a permis de sortir du chômage de masse qui touchait les États-Unis à l'époque. Le multiplicateur keynésien a aussi été beaucoup utilisé pendant les 30 Glorieuses. Vous pouvez constater que c'est une période où le chômage était très faible. Mais, aujourd'hui, les politiques d'augmentation de la demande globale qui se basent sur le multiplicateur keynésien sont remises en cause aujourd'hui. Il y a deux grosses raisons. Première raison, c'est le poids de la dette publique. Autant on peut faire une politique de relance budgétaire quand on a peu ou pas de dette publique. Mais aujourd'hui, en France, par exemple, on est près de 100% de dette publique. Et donc, ça veut dire qu'on va emprunter, on risque d'avoir une dette non soutenable et de ne pas être capable de rembourser les personnes qui nous prêtent de l'argent. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de mettre en place des politiques de relance budgétaire qui vont dégrader le budget de l'État. Et puis, une deuxième contrainte qu'on a, c'est la contrainte extérieure. En France, dans les années 80, on a fait un gros plan de relance. Mais ce plan de relance, il a été inefficace parce qu'on s'est rendu compte que, est-ce que les consommateurs, ils achetaient des produits français et donc ils faisaient tourner des entreprises françaises? Eh ben non. En fait, cet argent supplémentaire
on s'en est servi pour acheter des produits allemands, des produits japonais, des produits américains. Et donc, en fait, puisqu'on vit dans un monde internationalisé, eh ben, ce plan de relance budgétaire, s'il est fait tout seul, il ne va pas être efficace. Et donc, on se retrouve un peu face à une impasse par rapport aux politiques de lutte contre le chômage keynésien. En effet, on a vu que la politique monétaire, c'est une politique commune pour la zone euro, et la politique budgétaire, aujourd'hui, elle est limitée par le poids de la dette publique et la contrainte extérieure. Il faut donc qu'on étudie d'autres solutions. Eh ben, on va constater qu'on a également un chômage structurel, et que dans ce cas-là, des politiques de flexibilisation du marché du travail vont permettre de lutter contre le chômage structurel. Alors, je vous rappelle déjà ce qu'est le chômage structurel. Le chômage structurel, c'est la part du chômage qui est indépendante de la conjoncture économique. Vous avez vu, on peut estimer que c'est à 7-8% pour nous. On aurait 2% qui s'expliquent par la conjoncture économique, 2 points de pourcentage de chômage qui s'expliquent par la conjoncture, mais 8 points de pourcentage qui s'expliquent par un chômage structurel. Et comment est-ce qu'on l'explique? C'est que les règles, les rigidités sur le marché du travail sont trop importantes. Et donc pour lutter contre ces rigidités, on va pouvoir mettre en place des politiques de flexibilité du marché du travail, c'est-à-dire des mécanismes qui vont permettre aux entreprises de s'adapter rapidement à la conjoncture, en facilitant l'embauche, le licenciement, en pouvant modifier les salaires, etc., etc. Et donc ces politiques de flexibilité, on va voir qu'elles sont de différentes natures. On distingue traditionnellement, ça c'est des choses à savoir, les politiques de flexibilité quantitative. Ça veut dire que vous pouvez ajuster la quantité d'heures de travail du point de vue de l'entreprise facilement selon vos commandes, la conjoncture, etc., etc. Deuxième type de flexibilité, c'est la flexibilité fonctionnelle. C'est-à-dire que les salariés sont polyvalents. Ils vont pouvoir aller d'une fonction à une autre rapidement en fonction des besoins. On imagine, vous êtes comptable, et ben, si jamais on a besoin de vous dans un autre service, vous allez pouvoir aider si jamais il y a un gros rush de travail. Enfin, troisième truc, c'est la flexibilité des rémunérations. C'est la possibilité d'ajuster les salaires en fonction de la productivité des salariés et de leurs résultats, et des résultats dans l'entreprise. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on fait. La flexibilité quantitative, comment est-ce qu'on fait pour ajuster les heures de travail selon la conjoncture? Il y a plusieurs moyens. Soit vous pouvez avoir des heures supplémentaires, c'est-à-dire embaucher, voilà, on a besoin de toi 10 heures supplémentaires cette semaine, elles vont être payées un peu plus, ça va nous permettre de nous ajuster. D'autre part, on peut développer le temps partiel. Si on a besoin voilà, on a moins de commandes à une période, on va pouvoir dire, voilà, tu vas travailler à 80%, à 50%, etc., etc. Ensuite, on peut annualiser le temps de travail. Qu'est-ce que ça veut dire annualiser le temps de travail? Eh ben, plutôt que d'avoir un contrat de 35 heures par semaine, donc chaque semaine vous devez travailler 35 heures, on va considérer que c'est 35 heures annualisées. C'est-à-dire que certaines semaines vous allez pouvoir travailler 30 heures, mais d'autres semaines vous allez pouvoir travailler 40 heures. Et donc ça va vous permettre à l'entreprise de bien répondre aux évolutions du marché du travail. Enfin, il y a aussi ce qu'on appelle une flexibilité externe, c'est-à-dire recourir au CDD, à l'intérim, et donc pouvoir embaucher facilement des personnes pour une courte durée de temps. Donc tout ça, ça permet d'ajuster la quantité d'heures de travail selon la conjoncture. Ensuite, on a une flexibilité qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire la polyvalence des salariés est développée. Alors comment est-ce qu'on la développe, la polyvalence? D'une part, par des politiques de formation continue. C'est pas parce que vous êtes embauché dans une entreprise que vous devez arrêter d'apprendre. Vous pouvez continuer à vous former. D'autre part, organiser de manière flexible les ateliers, faire qu'on ait des postes qui tournent, et puis que les personnes puissent occuper des fonctions variables au sein de l'entreprise. Enfin, comment est-ce qu'on assure une flexibilité des rémunérations? C'est en individualisant les salaires, en mettant en place des systèmes de primes, de stock options, et puis en supprimant le salaire minimum. Alors, toutes ces politiques de flexibilité, il faut savoir que c'est des politiques plutôt libérales. Les effets positifs de la flexibilité, c'est que ça va, comme pour lutter contre le chômage néoclassique, baisser le coût du travail en limitant les sureffectifs, les coûts d'embauche, les coûts de licenciement, etc., etc. Ça va permettre d'ajuster l'emploi aux variations de la conjoncture. Et donc, et enfin, ça va augmenter la productivité des salariés. Toutes ces idées-là, c'est que si les entreprises ont un travail plus flexible, elles vont être plus compétitives et donc vont pouvoir embaucher, ce qui va faire diminuer le chômage. Mais ça a des effets négatifs. D'une part, ça renforce le dualisme du marché du travail. En effet,
Qui est-ce qui va avoir des contrats très flexibles? Ça va être surtout les jeunes, les femmes, les personnes les moins qualifiées. Et donc, ça va se retrouver, encore une fois, dans un marché séparé entre d'un côté les CDI et de l'autre les contrats atypiques. D'autre part, on va avoir un risque de disqualification du salarié et puis un chômage répétitif, c'est-à-dire des périodes de travail et puis de chômage. Et donc, on va avoir quelque chose où vous n'allez jamais pouvoir vous inscrire à long terme dans un travail. Et puis, enfin, on va avoir un système de travailleurs pauvres. Si vous travaillez à temps partiel, eh ben vous risquez non seulement de travailler, mais en plus d'être sous ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Et donc, on va voir que pour que ces politiques de flexibilisation du marché du travail qui luttent contre le chômage structurel soient efficaces, il faut impérativement une politique de formation efficace. En effet, on a un modèle sur lequel on s'appuie souvent en France, c'est le modèle danois. Alors, le modèle danois, c'est un modèle ce qu'on appelle de flexi-sécurité, c'est-à-dire un marché du travail flexible avec toutes les politiques que je viens de de vous expliquer, flexibilité quantitative, flexibilité des rémunérations, flexibilité fonctionnelle, mais en même temps, on assure la sécurité des travailleurs, notamment grâce à une indemnisation du chômage qui est longue, et notamment des formations et un accompagnement des chômeurs dans la recherche d'emploi, ce qu'on n'a pas tout à fait en France aujourd'hui. La qualification, en effet, c'est l'ensemble des compétences acquises ou requises pour occuper un emploi. Et en France, on a une formation initiale, bon, plutôt correcte, mais on a très très peu de formation continue, c'est-à-dire de la formation tout au long de la vie. Une fois que vous avez terminé vos études, eh ben, vous avez terminé d'apprendre en France. Mais là, ce qu'il faudrait développer pour avoir une politique de flexibilité efficace, c'est la formation continue. C'est-à-dire une formation qui permette de s'adapter aux changements technologiques, d'augmenter la productivité des travailleurs, le capital humain tout au long de la vie, et puis d'avoir une adéquation entre l'offre de travail des individus et la demande de travail des entreprises. Et donc ce modèle de flexi-sécurité, c'est quelque chose qui peut permettre de faire baisser le chômage structurel. Voilà pour cette première partie. Si on regarde le programme, vous voyez qu'afin de montrer de la diversité des formes et des analyses du chômage explique la pluralité des politiques, on analyse les politiques macroéconomiques de soutien à la demande globale pour lutter contre le chômage keynésien, donc ça c'est ce qu'on a vu, les politiques d'allègement du coût du travail pour lutter contre le chômage classique, on l'a vu aussi, les politiques de formation et de flexibilisation pour réduire la composante structurelle du chômage, avec des notions de chômage, productivité, demande globale, politique monétaire, budgétaire et rationnement, flexibilité du marché du travail, taux de chômage, taux d'emploi, qualification et demande anticipée. Tout ça, on l'a vu. Si on regarde maintenant les sujets qui tombent. Alors, je voudrais vous dire que là-dessus, les sujets sont de 2 ou 3 grands types. Alors, on va regarder les EC1 d'abord. Regardez. Déjà, on a les liens où on essaye de faire le lien avec une analyse du chômage, et entre une analyse généralement et une politique à mener. Donc regardez, présenter le lien entre demande anticipée et chômage, ça c'est l'analyse keynésienne. Si la demande anticipée par les entreprises est trop faible, et en biens et services, elles ne vont pas avoir besoin d'embaucher toute la population active, il va y avoir ce qu'on appelle un chômage keynésien. Ensuite, vous avez une question presque similaire. Montrer qu'une politique de soutien à la demande globale peut être un instrument de lutte contre le chômage. Bon, vous voyez que si on est dans une situation de chômage keynésien, lié à une insuffisance de la demande anticipée, il revient à l'État, par la politique monétaire ou la politique budgétaire, de soutenir cette demande globale pour lutter contre le chômage. Ensuite, montrer que la flexibilité du marché du travail peut réduire le chômage. Flexibilité du marché du travail, donc c'est pour lutter contre les rigidités du marché du travail, qui explique la composante structurelle du chômage. Donc tout ça, c'est toujours à peu près le même type de sujet. Ensuite, on a des sujets de dissertation, ça tourne beaucoup en dissertation. Regardez, les politiques visant à renforcer la flexibilité du marché du travail sont-elles suffisantes pour lutter contre le chômage? Bon, là, le plan très classique, c'est un plan oui-non, quelque part. Grand 1, les politiques de flexibilité du marché du travail permettent de lutter contre le chômage structurel. Grand A, qu'est-ce que c'est que le chômage structurel? Grand B, qu'est-ce que c'est que la flexibilité du marché du travail? Peut-être un C sur avantages et limites. Grand 2, il y a d'autres analyses du chômage qui supposent d'autres politiques. Grand A, l'analyse néoclassique du chômage, il y a un coût du travail trop élevé. L'analyse keynésienne, l'insuffisance de la demande globale. Grand B, les politiques à mettre en œuvre. Bon, très facile.
Dans quelle mesure la baisse du coût du travail permet-elle de réduire le chômage? C'est exactement la même chose, sauf que votre grand A, c'est sur l'analyse néoclassique se base sur un coût du travail trop élevé. Et donc, grand B, il faut aussi pas oublier le chômage keynésien et le chômage structurel. Enfin, montrer que la diversité des formes de chômage peut orienter les politiques pour l'emploi. C'est un sujet pas tout à fait évident, vous pouvez le traiter avec un plan thématique, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Enfin, pour terminer ce chapitre, on nous demande d'étudier le lien qu'il y a entre emploi et intégration sociale. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais qu'on va reprendre. Déjà, il faut voir que le travail et l'emploi, ça joue un rôle essentiel dans l'intégration sociale des individus. En effet, le travail, c'est un facteur d'intégration. Si vous travaillez, vous avez des revenus, vous pouvez consommer, vous êtes intégré. Si vous travaillez, vous avez des liens professionnels, forts ou faibles, mais en tout cas, vous êtes relié aux autres et ça permet l'intégration. Si vous avez un travail, vous avez une forme de socialisation secondaire, ça permet l'intégration. Et puis, dans notre système actuel, on a une protection sociale qui est liée au travail, qui nous permet aussi l'intégration. Inversement, si vous êtes au chômage, eh ben, vous allez être exposé à divers maux, la pauvreté, la précarité, puis ce qu'on appelle la désaffiliation et la disqualification. Je vais d'abord m'intéresser à la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Eh ben, c'est si vous avez un niveau de vie qui est inférieur à 60% du niveau de vie médian. Donc, c'est quoi le niveau de vie? C'est votre RDB, revenu disponible brut, divisé par le nombre d'unités de consommation qu'il y a dans le ménage. Aujourd'hui, on considère que si vous gagnez moins de 1000 euros par mois par unité de consommation, eh ben, vous êtes en situation de pauvreté. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, 35% des chômeurs, ils sont en situation de pauvreté. Donc, si jamais vous n'avez pas de travail, vous êtes beaucoup plus exposé à la pauvreté, donc moins d'accès à la consommation. Ensuite, cette pauvreté, elle va s'accompagner d'une situation de précarité. C'est-à-dire, vous allez avoir des difficultés d'accès à l'emploi, mais également au logement, où il faut généralement un CDI. Si vous voulez louer quelque chose et que vous dites je suis au chômage, ça va être moins être facile. Aux soins, parce que vous avez votre protection sociale qui est beaucoup moins forte. Et donc, vous allez avoir des conditions d'existence qui vont être beaucoup plus précaires. Donc, cette pauvreté s'accompagne de précarité. Vous avez des analyses de Robert Castel et de Serge Pogam qui vous disent qu'en plus, ça augmente les risques d'exclusion, notamment par des mécanismes de désaffiliation. Alors la désaffiliation, c'est que vous allez avoir une fragilisation progressive de vos liens sociaux. Si vous êtes au chômage, vous avez des risques de divorce, de rupture de liens sociaux, amicaux et professionnels. Et donc, vous allez progressivement vous isoler. Et cette rupture du lien social qui peut amener à l'exclusion, c'est ce que Robert Castel appelle la désaffiliation. Et puis, il y a Serge Pogam qui parle, lui, de disqualification sociale. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, dans les services d'aide sociale, vous allez perdre l'estime des autres et perdre l'estime de vous, et donc vous allez dangereusement aller vers l'exclusion. Regardez, vous voyez bien que là, le taux de pauvreté, 35% des chômeurs sont pauvres. C'est beaucoup plus que l'ensemble de la population française. Le taux de pauvreté, il est environ, vous voyez, de 12-13%, et 35% pour les chômeurs. Donc vous voyez que si vous êtes au chômage, votre intégration sociale, elle est fortement fragilisée. Pour ça, pour lutter contre cet effet, voilà, l'importance le fait que le chômage exclut, et ben on a des politiques pour l'emploi qui tiennent compte du fait que le chômage c'est un outil d'intégration fort. On a notamment des politiques d'indemnisation du chômage comme l'aide à retour à l'emploi ou l'allocation de solidarité spécifique, et puis des minima sociaux qui vont permettre d'être intégrés. Regardez. L'aide au retour à l'emploi, c'est ce que, si vous voulez, ce qu'on appelle généralement les allocations chômage. Et en fait, ces allocations chômage, donc, elles sont proportionnelles à la durée de votre travail et à votre salaire précédent. Si vous avez travaillé pendant 2 ans ou plus, vous allez être indemnisé jusqu'à 2 ans avec l'ARE. Et elle va en moyenne, 60%, en fonction de votre revenu, ça peut varier, mais c'est en moyenne 60% de votre salaire précédent. Et donc ça va vous permettre de continuer à consommer, de continuer à avoir des activités et de maintenir votre intégration sociale le temps de trouver un autre emploi. De plus, on a des politiques de formation qui vont également vous permettre de vous requalifier et en même temps de vous réorienter vers un emploi. Donc vous voyez que parce que le travail est important pour l'intégration sociale, parce que le chômage exclut,
eh ben, on a des politiques passives sur le marché du travail qui permettent d'indemniser, qui permettent également de former et qui permettent de maintenir le lien social, une partie des revenus et de maintenir cette intégration. Aujourd'hui, on a une deuxième tendance qui est que l'emploi se précarise quelque part. L'emploi devient de plus en plus, comment dire, atypique, on s'éloigne de la norme du CDD, et le lien entre travail et intégration sociale, il est plus aussi automatique qu'avant. Regardez, euh, vous constatez sur ce graphique une augmentation progressive des formes particulières d'emploi. Vous voyez que, par exemple, en 1982, vous aviez environ 5% des emplois qui étaient atypiques et 95% des emplois qui étaient typiques, c'est-à-dire des CDI. On constate que cette proportion d'emplois atypiques ne cesse d'augmenter et aujourd'hui, on est environ à 14% d'emplois atypiques dans l'ensemble, dans l'emploi salarié du privé. Et donc, il y a de moins en moins de personnes qui sont en CDI. On constate également qu'il y a des grandes inégalités par rapport au genre. Je tiens à insister là-dessus, regardez. Si on s'intéresse aux emplois à temps partiel, eh ben, 80% des emplois à temps partiel sont occupés par les femmes. D'accord ? 30% des femmes occupent un emploi à temps partiel aujourd'hui. Et il ne faut pas croire que c'est un choix voulu, volontaire. C'est quelque chose qui est subi très largement. Et donc, les emplois à temps partiel, c'est aussi une forme atypique d'emploi, touchent particulièrement les femmes. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est un éloignement de la norme du CDI. En effet, le CDI, ça vous proposait un emploi stable, à temps plein, qui vous permettait des promotions, une protection sociale forte, etc., etc. Et depuis 20 ans, on constate qu'on a une montée des formes d'emploi atypiques, les CDI, CDD, intérim, stage, contrat aidé, etc., etc. Ça a plusieurs conséquences. D'une part, si vous êtes à temps partiel ou sous certaines formes d'emploi, vous pouvez être un travailleur pauvre et le nombre de travailleurs pauvres augmente. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes occupent un emploi et sont en situation de pauvreté. En plus, si vous avez des contrats particuliers, vous travaillez dans la grande distribution ou dans la restauration, eh ben vous allez avoir des horaires très compliqués. Vous allez travailler 2 heures le matin et 2 heures le soir, par exemple. Et donc, vous allez rencontrer de grandes difficultés à concilier votre vie familiale et professionnelle, ce qui va provoquer des ruptures de liens sociaux. Vous allez pouvoir vous séparer de votre compagnon, avoir plus de difficultés à maintenir des liens avec vos amis parce que vous travaillez pendant qu'ils se voient, etc., etc. Ensuite, une alternance des périodes d'emploi et de chômage et peu de perspectives de carrière. Et donc vous voyez qu'avec tout ça, on a la possibilité d'être en situation d'emploi et en même temps d'être en situation de fragilité sociale. C'est plus un lien automatique. Et la difficulté, c'est que cette fragilisation du lien, elle touche pas tout à fait les hommes blancs de 25 à 39 ans, mais surtout les immigrés, les femmes, les jeunes. Et donc on retrouve encore une fois ces populations qui sont particulièrement touchées par les inégalités. Voilà. Regardez le programme, on soulignera que les politiques pour l'emploi sont aussi fondées sur le rôle, la prise en compte du rôle du travail dans l'emploi, dans l'intégration sociale. On se demandera en quoi est-ce qu'il est fragilisé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme sujet ? Le chômage remet-il nécessairement en cause l'intégration sociale ? Grand 1, oui. Grand 2, non. Non, parce que c'est pas parce qu'on est en chômage que forcément on n'a plus de liens sociaux, on n'est plus socialisé, etc., etc. On peut suivre des formations, on a une indemnisation, mais oui quand même, parce qu'on est en situation de pauvreté, on a moins de liens qu'avant, etc., etc. Ensuite, vous montrerez que certaines évolutions de l'emploi fragilisent le lien entre emploi et intégration sociale. Alors, je vous conseille pour ce sujet toujours montrer qu'auparavant, l'emploi permettait l'intégration sociale, mais qu'il y a une augmentation des formes particulières d'emploi et que l'intégration sociale est plus automatique. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce chapitre. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker. Bon courage pour vos révisions. C'est l'approche du baccalauréat. À très vite pour une nouvelle vidéo.